Bonjour à tous et à toutes. C'est un réel plaisir d'être avec Bon, vous ce matin à l'occasion de ce webinaire organisé conjointement par l'Association interaméricaine d'aide de la propriété intellectuelle et la Chambre d'arbitrage et de conciliation d'Haïti. Nous avons le privilège ce matin d'accueillir deux experts de haut niveau dont les interventions nous permettront de mieux comprendre les enjeux, défis et opportunités qu'offrent la médiation et l'arbitrage pour la prévention et la résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle dans un contexte où l'innovation et la créativité jouent un rôle central dans le développement économique et la compétitivité des entreprises. Au nom d'ACIPI, je tiens à remercier chaleureusement la CCAH pour cette belle collaboration, ainsi que le comité de médiation et d'arbitrage et d'ACIPI et son conseil d'administration dont l'engagement constant contribue à renforcer la promotion des modes alternatifs de règlement de conflits dans la région. La CIPI, rappelons-le, est une organisation régionale de référence qui regroupe des professionnels de la propriété intellectuelle à travers l'Amérique. Et depuis 50 ans, elle œuvre à la promotion, la promotion et l'harmonisation du droit de la propriété intellectuelle, tout en favorisant la formation, l'échange de connaissances et la coopération entre praticiens et institutions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je serai votre modératrice au cours de cette session. Je suis Vanessa Abdelrazak, avocate et membre de la CIPI. Et également, j'ai l'honneur d'être arbitre à la CCAH. Donc, c'est deux institutions qui me tiennent à cœur et qui poursuivent des missions, je dirais, complémentaires au service de la propriété intellectuelle. Donc, la rencontre de ces deux domaines, la l'API et les marques, est à la fois naturelle et essentielle dans un monde où l'innovation et la créativité génèrent des enjeux économiques considérables. Donc, la médiation et l'arbitrage offrent des solutions efficaces. Et donc, c'est dans un esprit de collaboration et d'ouverture que nous entamons cette discussion aujourd'hui. Et pour ouvrir officiellement la session, j'ai le plaisir d'inviter M. Georges Henry, le secrétaire général de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, à prendre la parole pour adresser ses mots de bienvenue au nom de la CCAH. merci, Madame Delrazak, et de m'avoir passé la parole. En fait, ce matin, je me réjouis d'ouvrir au nom de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, CCAH, et au nom de l'Association interaméricaine de la propriété intellectuelle, ACIPI, comme vous l'avez dit, les échanges autour du thème médiation et arbitrage, des mécanismes efficaces pour prévenir et résoudre les litiges en propriété intellectuelle. Permettez que j'adresse mes remerciements à M. Guillaume Delabille, arbitre et médiateur international, qui a accepté sans réticence aucune d'animer cette séance avec notre compatriote, le docteur Stanley Joseph, qui récemment a soutenu sa thèse de doctorat en France sur la propriété intellectuelle. Et je ne saurais ne pas remercier aussi Maître Vanessa Abdelrazak, qui vient de prendre la parole, qui, en sa double qualité de membre de la CIPI et d'arbitre à la CCAH, s'est beaucoup investi dans la préparation de ce webinaire avec Mme Tana Picard, je dirais son interface à la CCAH. L'initiative d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération institutionnelle signé entre la CCAH et la CIPI en vue de promouvoir par des voies extrajudiciaires la résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle et aussi de renforcer la formation d'arbitres et médiateurs en la matière. Cette démarche a été empruntée, et je dirais, au regard de la spécificité du domaine de propriété intellectuelle. Et comme vous le savez, et en effet, un bien intellectuel, comme nous enseigne la littérature dans le domaine, et comme va le développer nos experts ici présents, est une chose issue
de l'imagination humaine dans l'exercice d'une activité créative indépendamment de tout support. Cette formulation qui met l'accent sur cette expression issue de l'imagination humaine, et ce n'est pas innocent. Donc, cette formulation, n'est-ce pas, renvoie à l'aspect créatif, je dirais, de, de l'activité humaine. Aujourd'hui, les avancées technologiques, Internet, réseaux sociaux, IA, intelligence artificielle, les enjeux et les risques de conflit augmentent dans le monde des créateurs d'œuvres de l'esprit. Nous vivons actuellement dans un monde où on peut tout copier ou effectuer des contrefaçons. Donc, l'idée de la rencontre d'aujourd'hui participe de la volonté de la CCAH de sensibiliser les différents acteurs sur les mécanismes, de sensibiliser les différents acteurs sur les mécanismes qui protègent les créations d'œuvres de l'esprit, qu'il s'agisse d'invention, qu'il s'agisse d'œuvres artistiques, qu'il s'agisse de marques, qu'il s'agisse de dessins. Donc, renforcer les compétences de la CCAH et les connaissances des ressources humaines disponibles dans sa base de données est devenu un impératif pour la CCAH en vue de faciliter aux créateurs précités un règlement équitable des différends. Donc, un précédent, en fait, existe déjà. Un précédent existe déjà en ce sens, puisque nous avons fait des efforts déjà pour, et je dirais, promouvoir cette idée de propriété intellectuelle et également de trouver un mode de règlement pour ces créateurs d'œuvres de l'esprit. Donc, c'est dans ce sens, par exemple, que nous avons signé, il y a peut-être 2 ou 3 ans, un protocole d'accord entre la CCAH et le Bureau haïtien du droit d'auteur. Et ce protocole a signé à la CCAH le mandat d'informer et de former, d'accompagner les créateurs d'œuvres de l'esprit qui interagissaient à l'époque avec le dit bureau. Donc aujourd'hui, les, les intervenants que nous recevons aujourd'hui, ces intervenants, et je dirais, retiendront dans les éléments que j'ai évoqués, je dirais très sommairement, et qui campent un peu le décor. Et ces éléments renseignent sur les attentes de la CCAH. Sur les attentes de la CCAH en termes d'abord de sensibiliser les acteurs sur ce domaine spécifique de propriété intellectuelle et également de nous engager à former à l'avenir des arbitres et médiateurs capables de se prononcer sur des litiges de propriété intellectuelle qui demeurent quand même un domaine très spécifique. Donc, ceci dit, je souhaite bon travail aux intervenants et bonne participation, n'est-ce pas, à l'assistance. Merci. Merci, merci, Monsieur Rangui, pour cette excellente mise en contexte. Donc, nous allons tout de suite effectuer la présentation des panélistes. Donc, je présenterai à tour de rôle et Maître Stanley Joseph et ensuite Maître Guillaume Delabille. Donc, Maître Stanley Joseph est titulaire d'un doctorat en droit privé de l'Université de Bordeaux. Il est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Sa thèse portant sur la protection juridique des indications géographiques et son avantage pour le développement d'Haïti met en lumière le rôle de la propriété intellectuelle dans la valorisation des productions locales.
Il a également suivi une spécialisation en droit des brevets et santé publique à Harvard University, ainsi qu'un cours sur l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle selon les règlements de l'OMPI. Professeur de droit à l'Université Quisqueya, il dirige la revue scientifique de droit économique Open Economic Law. Maître Joseph a récemment été désigné également par le gouvernement haïtien comme pour participer au scrutin pour le poste de directeur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, nous lui souhaitons bon succès dans cette entreprise. Maître Guillaume Delabigne est conseiller en propriété intellectuelle et mandataire européen avec plus de 30 ans d'expérience en propriété intellectuelle et en contentieux. Il accompagne entreprises et organismes publics dans leur stratégie de brevets, la gestion des litiges et la protection de la propriété intellectuelle. Trilingue français, anglais, espagnol, il dispose d'une large expertise internationale, notamment en accompagnant des entreprises européennes en Chine. Médiateur spécialisé en propriété intellectuelle, il est enregistré auprès du tribunal judiciaire de Paris, des cours d'appel de Paris et de Versailles, ainsi que de la Chambre d'arbitrage internationale de Paris. Actif au sein d'associations telles que l'AIPPI et la CNCPI, il anime des conférences et formations sur la médiation. Il est fondateur et président de l'association de la promotion de la médiation en propriété intellectuelle. Donc, vous avez une présentation de nos experts. Et je vais tout de suite, nous allons commencer avec l'arbitrage qui sera présenté par Maître Stanley Joseph, à qui je demanderai, Maître Joseph, et dans le cadre de votre intervention, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de l'arbitrage dans le règlement des différends commerciaux et plus particulièrement son importance croissante dans le domaine de la propriété intellectuelle? Merci, Maître Abdelrazak. Et j'avoue que c'est une question simple, mais qui embrasse tout le sujet. Voilà. Euh, Permettez-moi d'abord de vous remercier sincèrement pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire. Nous allons parler d'un sujet à la fois technique et passionnant qui touche directement l'avenir de notre économie et de notre culture, le rôle de l'arbitrage dans la résolution et des litiges en matière de propriété intellectuelle en Haïti. Alors, je sais que dit comme ça, le thème peut sembler abstrait, mais laissez-moi vous rassurer, nous allons le rendre plus pratique avec des exemples concrets. Nous allons parler de musique, d'artisanat, d'innovation, de technologie, de mode et de comment tous ces domaines peuvent être mieux protégés grâce à un mécanisme contemporain, moderne, l'arbitrage. Et c'est ce qui nous amène à poser notre première question à cet échange. Pourquoi parler d'arbitrage et de propriété intellectuelle aujourd'hui? Euh, nous vivons dans un monde aujourd'hui où la richesse des nations ne dépend plus seulement des ressources naturelles ou encore des infrastructures. Elle dépend de plus en plus essentiellement aujourd'hui des idées, des créations et de l'innovation. Regardons autour de nous les grandes entreprises mondiales, Apple, Google, Microsoft, Nike, ne tirent pas leur valeur de leurs usines, mais de leurs brevets, leurs marques, leurs logiciels, bref, je dirais de leur propriété intellectuelle. Même dans la musique ou encore le cinéma, la valeur est beaucoup plus liée au droit d'auteur, à la capacité de contrôler et de monétiser, je dirais, la création. Et Haïti, dans ce cas, comme nous le savons, Haïti, pays de grande culture, c'est un pays d'art,
Nous avons des peintres, des musiciens, des artisans, des stylistes, des grands propriétaires de marques, des développeurs. Alors, des gens qui créent tous les jours. Nous avons une créativité exceptionnelle, mais souvent, cette créativité n'est pas protégée ou encore efficacement protégée. Combien de fois avons-nous vu euh, une chanson haïtienne reprise sans autorisation par une production étrangère? Combien de fois des motifs artisanaux ou encore des recettes locales ont-ils été exploités à l'étranger sans qu'Haïti ne reçoive, je dirais, le moins de bénéfices? C'est là que la propriété intellectuelle intervient. Elle protège les créateurs, les inventeurs, les marques, les innovations. Euh, mais encore faut-il, quand il y a un litige, avoir un moyen rapide et efficace de le résoudre. Et c'est précisément le rôle de l'arbitrage. Et c'est ce qui nous amène à poser notre deuxième question à cet échange. Qu'est-ce que l'arbitrage? D'une explication simple et concrète et avec beaucoup de précision, je dirais que même si l'arbitrage est un mode alternatif de résolution de conflits, cela ne veut pas dire qu'il y a une justice, ou encore une autre justice, qui peut remplacer la justice étatique ou encore la justice classique. Autrement dit, même si le mot alternatif suggère la concurrence avec la juridiction étatique, mais elle ne peut pas remplacer la justice étatique. C'est un mécanisme, je dirais, qui devrait désengranger, je dirais, un peu les tribunaux. Donc l'arbitrage, c'est une autre manière de rendre la justice. Ce n'est pas un tribunal classique comme, comme vous le savez. Ce n'est pas non plus euh, une audience publique avec des robes, des juges d'État, mais c'est un mécanisme privé ou choisi par les parties où les conflits sont tranchés par un ou plusieurs arbitres, souvent des spécialistes du domaine concerné. Donc, c'est un mécanisme assez souple dans la mesure où les parties peuvent l'aménager librement, mais il faut retenir que c'est une vraie justice privée qui est imbriqué d'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire la décision du tribunal arbitral, encore la sentence arbitrale, n'est pas susceptible de recours. Prenons un exemple concret. Un Haïtien signe un contrat avec une société étrangère pour produire un album et que le contrat prévoit un partage des rémunérations à parts égales. Mais après la sortie de l'album, l'artiste reçoit beaucoup moins que ce qui était prévu dans le dit contrat. Donc, au lieu de passer des années devant un tribunal étatique classique avec euh, un déficit de formation spécialisée, avec un tribunal déjà surchargé, des frais exorbitants ou encore des lenteurs administratives significatives, il peut recourir à l'arbitrage. Et dans ce contexte-là, il choisira avec la société un ou plusieurs arbitres pour écouter les arguments, examiner les preuves et rendre une décision rapide, confidentielle et exécutoire. Ce sera quand même une décision très argumentée et bien motivée. Donc, je félicite quand même la CCAH qui s'inscrit dans une trajectoire accrue de sensibilisation autour de l'arbitrage en Haïti.
Toutefois, plus d'un ne savent pas que l'arbitrage est régi par la loi haïtienne. Et c'est pour cette raison que nous allons présenter le cadre juridique de l'arbitrage en Haïti. Nous allons présenter les principaux mécanismes d'arbitrage, ensuite les litiges arbitrables et non arbitrables, et enfin euh, les modes ou encore les formes d'arbitrage. En Haïti, l'arbitrage est prévu par le Code de procédure civile, notamment en ses articles 955 et suivants. Voilà. Deux mécanismes principaux existent. La première, le premier, c'est la clause compromissoire, intégrée dans un contrat de sa signature par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. C'est simple. Un studio musical haïtien signe un contrat avec un distributeur étranger et prévoit que tout différend sur le paiement des redevances sera soumis à l'arbitrage. À ce moment, si le distributeur ne paie pas, le studio saisit l'arbitre, ce qui évite des années de procédure judiciaire classique. Le deuxième mécanisme, c'est le compromis. Le compromis est utilisé lorsque le différend existe déjà et qu'aucune clause n'avait été prévue. Par exemple, deux startups haïtiennes développent une application et se disputent sur la propriété du logiciel. Donc, ces deux entreprises peuvent signer un compromis pour désigner un arbitre et résoudre le conflit de manière très rapide. Le deuxième point, ce sont les litiges arbitrables et non arbitrables. Donc, il est important de comprendre que tous les litiges en matière de propriété intellectuelle ne peuvent être arbitrés, d'où la notion de l'arbitralité. Les litiges arbitrables sont des litiges contractuels ou encore des litiges relatifs à l'exercice des droits de propriété intellectuelle, comme les conflits sur les contrats de licence, les contrats de distribution, de coproduction, encore la cession des droits ou plus généralement les redevances. Par exemple, dans un contrat entre un studio haïtien et un distributeur canadien, je dirais, un différend sur le montant des redevances de licence pourra être soumis à l'arbitrage. Mais parallèlement, il existe des litiges non arbitrables. Ces litiges, je les qualifie de litiges d'ordre public. Ce sont des questions qui relèvent de la puissance publique, comme la validité ou l'annulation d'un brevet, l'enregistrement d'une marque ou encore les droits moraux. Donc, ce sont des décisions qui doivent être prises par les autorités nationales, par exemple le ministère du Commerce. Donc, si un arbitrage peut trancher un litige sur l'interprétation d'une licence, il ne peut pas, en revanche, annuler ou délivrer un brevet. Donc, cette distinction entre litige arbitrable et non arbitrable est aujourd'hui reconnue dans la pratique des principales institutions arbitrales, notamment la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ou encore la Chambre de commerce et internationale. Qu'en est-il des formes maintenant d'arbitrage? Bon, il existe deux formes.
Voilà, de formes d'arbitrage qui peuvent être utilisées. La première, c'est l'arbitrage ad hoc. L'arbitrage ad hoc est celui qui n'est pas administré par une institution d'arbitrage. Donc, les parties euh, organisent elles-mêmes toute la procédure, la désignation des arbitres, les règles de procédure, euh, le calendrier, les frais et autres. Et de l'autre côté, vous avez l'arbitrage institutionnel. C'est l'arbitrage qui est administré par une institution spécialisée et comme le fait la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Euh, Ce serait peut-être très difficile pour moi de faire cet échange sans soulever la question de l'arbitrage international et particulièrement le rôle du centre de l'OMPI. Alors, le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, basé à Genève d'ailleurs, est spécialisé dans les litiges de propriété intellectuelle et d'innovation. Il propose différentes procédures. D'abord, arbitrage ordinaire pour les litiges complexes et à forte valeur économique, arbitrage accéléré permettant une sentence arbitrale de, en moins de 6 mois, l'arbitrage en ligne utilisé notamment pour les litiges relatifs au nom de domaine Internet et enfin, les procédures hybrides qui combinent médiation et arbitrage. Donc, l'OMPI permet de choisir le siège social de l'arbitre, ce qui est quand même très important, mais également la loi applicable et surtout assure une confidentialité totale, ce qui est quand même essentiel pour protéger les secrets d'affaires et les créations artistiques. Je vais quand même prendre un exemple concret qui a été vu à la CCI. La maison Guerlain, c'est une grande entreprise française de parfumerie, avait conclu un contrat de licence avec la marque Orlan pour fabriquer et distribuer certains produits sous le nom de Guerlain en As. Donc, le contrat qui a été conclu pour une durée de 10 ans prévoyait le paiement des redevances à Guerlain et surtout une clause compromissoire, c'est-à-dire que tout différend serait résolu par arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale à Paris. Donc, après quelques années, euh, Guerlain accuse Orlan de ne pas respecter les standards de qualité exigés par la marque et de plus retarder le paiement des redevances. Parallèlement, Orlan, de son côté, reproche à Guerlain d'avoir restreint indûment la distribution et d'avoir favorisé un autre licencié concurrents sur le même territoire. Donc, les deux parties se sont convenues à activer la clause d'arbitrage au lieu d'aller devant un tribunal étatique. Donc, le tribunal arbitral a jugé que, effectivement, Orlan avait violé les standards de qualité et devrait verser des dommages-intérêts à Guerlain. Mais parallèlement, que Guerlain avait limité abusivement la distribution, ce qui, énigmatique, justifiait
une réduction partielle des redevances. Donc, vous voyez que euh, dans ce litige, chaque partie a partiellement gagné et perdu. Mais l'essentiel, c'est que le litige a été réglé ou encore résolu en moins de 12 mois, sans publicité, c'est-à-dire de manière très confidentielle et sans porter atteinte à la réputation et des membres. Parce que s'il y a conflit, il peut y avoir et atteinte à la réputation. Maintenant, on est en Haïti, il faut quand même soulever la question de la CCAH, euh, avantages et défis de l'arbitrage en Haïti, d'où l'arbitrage euh, institutionnel. Alors, la CCAH, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, est l'institution nationale qui facilite l'arbitrage et la médiation en Haïti. Il faut préciser que son rôle est d'administrer la procédure arbitrale et euh, et d'en assurer le bon déroulement du procès, euh, non seulement en permettant de résoudre les litiges localement, rapidement et à moindre coût, mais surtout en désignant des arbitres spécialisés, qualifiés. Donc, le plus important, c'est de préciser que la CCAH ne tranche pas le litige elle-même. La CCAH n'exerce aucune fonction juridictionnelle, mais elle exerce une fonction, je dirais, administrative. Voilà, une fonction administrative en désignant euh, les arbitres spécialisés, euh, le calendrier, voilà, tout et tout. Maintenant, quels sont les avantages de recourir à l'arbitrage d'Haïti? Là, je dois quand même féliciter le travail de la CCAH et qui recrute quand même pas mal de juristes formés, spécialisés dans des domaines spécifiques. Mais bon, les avantages de l'arbitrage, d'abord, c'est la célérité et l'efficacité. En ce sens que les litiges euh, qui sont soumis à l'arbitrage au sein de la CCAH peuvent être résolus en quelques mois au lieu de passer plusieurs années euh, devant les tribunaux étatiques. D'ailleurs, l'article 23 du règlement d'arbitrage et de médiation de la CCAH accorde un délai de 6 mois aux arbitres pour trancher le litige. Toutefois, je sais que voilà, ce délai peut être prorogé sur demande des parties. L'autre avantage, c'est l'expertise. Recourir à la CCAH, c'est la possibilité de, pour être redondant, de recourir à des arbitres experts en propriété intellectuelle, euh, euh, ce qui compense le manque de formation spécialisée des juridictions ordinaires. Donc, les arbitres, euh, les arbitres comprennent les aspects techniques ou créatifs des droits de propriété intellectuelle. L'autre avantage, et ça c'est pour moi, à mon avis, c'est quand même le plus important, c'est la confidentialité. Donc le recours à l'arbitrage protège les secrets d'affaires, les créations et les négociations. Je dirais que ce point est essentiel dans un marché où les secrets d'affaires, les contrats
artistiques et les procédés techniques sont sensibles. Donc, pour moi, c'est l'avantage, particulier, intéressant et singulier, la confidentialité. Et l'autre aspect, c'est la sécurité juridique. C'est-à-dire que les sentences, les décisions qualifiées de sentences arbitrales sont reconnues à l'international en vertu de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, ce qui facilite, à mon avis, euh, les échanges transfrontaliers. Donc, ces avantages que nous venons de voir sont particulièrement pertinents pour les industries culturelles haïtiennes, dire musique, visuel, euh, mode, artisanat, d'ailleurs qui souffrent d'un déficit de protection et d'un manque de voies de recours efficaces et rapides. Un exemple concret, un musicien ou encore un styliste peut protéger ses œuvres et ses revenus rapidement grâce à l'arbitrage sans attendre des années pour un jugement classique, comme je l'ai dit tantôt, avec des coûts exorbitants, avec un déficit de formation spécialisée. Mais bon, il y a des avantages. Cela ne veut pas dire que, voilà, c'est un travail parfait, tout. Il existe des déficits et des limites. L'on reconnaît, comme je l'ai dit tantôt, le travail de la CCAH, c'est-à-dire l'investissement dans une vaste campagne de sensibilisation autour de l'arbitrage, mais il faut quand même accélérer davantage. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, à mon humble avis, beaucoup de créateurs ignorent la possibilité de recourir à l'arbitrage. Beaucoup euh, de créateurs ignorent que l'arbitrage est quand même régi par la loi haïtienne. Donc, il revient à la CCAH, que je reconnais qui fait un travail énorme, d'intensifier cette campagne de sensibilisation autour de l'arbitrage. Autre limite, c'est la formation, c'est une formation limitée, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle, comme vous le savez, ce n'est pas un droit nouveau, mais quand même c'est un domaine nouveau. Un domaine nouveau, c'est-à-dire très peu de juristes ou encore d'arbitres sont spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, et sur ce, je félicite la CCAH pour cette activité euh, sous une forme ou sous une autre qui va permettre d'informer et de former euh, les arbitres, mais également les juristes sur les questions relatives à l'arbitrage et les droits de la propriété intellectuelle. L'autre défi ou encore limite, c'est le coût. Là, je parle de l'arbitrage international, pas, de, pas au niveau national, mais plutôt de l'arbitrage international. Le coût des arbitrages internationaux reste quand même élevé pour les créateurs locaux. Je ne dis pas que tous les arbitrages internationaux sont hors de portée, mais plutôt que pour les acteurs locaux haïtiens, même un arbitrage raisonnable pourrait présenter une charge financière élevée par rapport à leurs moyens. Et pour terminer, je sais que le temps nous fait la guerre. C'est quand même très important de
de présenter les perspectives quand même de développement pour Haïti. Aujourd'hui, Haïti se trouve à un moment, je dirais, très important, ou encore à un tournant très important. L'arbitrage, surtout dans le domaine de la propriété intellectuelle, peut devenir un, un outil de, excusez-moi, euh, un outil de développement et si nous renforçons nos institutions. Moi, je pense quand même à la création d'une section spécialisée en propriété intellectuelle au sein de la CCAH. C'est-à-dire que plutôt que d'aller franchement ou encore de fonder un nouveau centre, il serait plus judicieux ou encore efficace de développer une section dédiée à la propriété intellectuelle à l'intérieur à l'intérieur même de la CCAH. Donc, cette section pourrait grouper des arbitres, médiateurs, des juristes ou encore d'autres experts techniques, à savoir des experts en musique, pas forcément experts en musique, tout et tout, artisanat, logiciel ou encore audiovisuel, capables de comprendre les réalités, les réalités substantielles ou encore concrètes des créateurs et haïtiens. Euh, le deuxième point, c'est la formation des arbitres et médiateurs et spécialisés. Je ne sais pas si Tana, je ne vois pas ça. Voilà. Bon, le deuxième point, c'est quand même la formation des arbitres. Et c'est ce que nous faisons là aujourd'hui, même si en très peu de temps, c'est un partage de connaissances et d'expériences. Voilà, tout. Je dirais que la formation est essentielle. Et en ce sens, je pense que l'on pourrait collaborer avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et là de la CIPI, les universités haïtiennes, les institutions régionales, CARIFORUM, pour proposer des modules pratiques en arbitrage et médiation appliqués à la propriété intellectuelle. Voilà. L'autre point, hum, je le euh, répète, je sais que la CCAH s'investit dans une vaste campagne de sensibilisation, mais il faut renforcer cette campagne. Voilà. Parce que voilà, beaucoup d'artistes, développeurs, beaucoup d'entrepreneurs haïtiens ignorent qu'ils peuvent prévoir une clause compromissoire dans un contrat. Ouais. Donc, des campagnes de sensibilisation, ateliers, formation pourraient être organisées par la CCAH, peut-être de concert avec le Bureau haïtien du droit d'auteur, le ministère du Commerce, afin d'éviter tout blocage, voilà, en cas de litige. Donc, le dernier point, je dirais, pour terminer, c'est de développer une sorte de coopération technique ou scientifique avec les institutions régionales étatiques. C'est-à-dire que Haïti pourrait jouer un rôle moteur dans la création d'un réseau euh, caribéen d'arbitrage et de médiation en matière de propriété intellectuelle. C'est-à-dire une telle coopération euh, avec
la CANCOM, l'OLBI, favoriserait la reconnaissance mutuelle des sentences arbitrales et des droits de propriété intellectuelle entre les États. Toutefois, je voudrais vous dire pour conclure qu'il existe une grande différence entre l'arbitrage et la médiation. Et c'est cette différence que vous allez voir avec notre, notre cher confrère de la vie. Merci de votre attention. Et voilà. Merci. Merci, Maître Joseph, pour cette excellente présentation qui a été instructive et pertinente sur la pratique de l'arbitrage en général et son potentiel pour la propriété intellectuelle en Haïti. Donc, dans ce même prolongement d'idées et de réflexion, nous allons maintenant parler d'un autre mode de règlement de conflits et amiable des différends, tout aussi important qu'est la médiation. Donc, nous demanderons à Maître Delabine de partager avec nous sa vision de la médiation et de nous dire comment ce mécanisme et pourquoi il occupe une place qui est aussi importante dans le cadre des règlements des conflits, dans le milieu des affaires en général, mais aussi en propriété intellectuelle. Je vous cède la parole, Maître Delabé. Bonjour et merci beaucoup, Maître Abdelrazak. Je tiens tout d'abord à remercier la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti de m'avoir sollicité pour faire une présentation sur la médiation. Je remercie également l'association ACIPI dont je fais partie. Et cette sollicitation, cette proposition d'intervention est tout à fait bienvenue dans une démarche que nous avons initiée ici en France pour promouvoir la médiation en matière de propriété intellectuelle et qui réunit des médiateurs, des entreprises qui ne sont pas forcément enfin, qui sont utilisateurs de la médiation, mais qui n'ont pas forcément de médiateur chez eux, et tous les acteurs qui sont intéressés par la médiation, les offices, etc. Et donc, il y a tout à fait une rencontre dans cette démarche entre la CCH et la ZIPI et l'association PMPI, euh, une, une opportunité justement de faire cette promotion. Alors, par rapport à ce qui a été dit, je ne suis pas arbitre, je suis médiateur. Je ne suis pas non plus avocat, donc je ne suis pas maître. Je suis conseil en propriété industrielle. J'ai également une expérience française et européenne la médiation. Et donc, je m'excuse par avance des imprécisions ou d'une certaine naïveté que je pourrais avoir dans ce que je vais présenter par rapport à la situation en Haïti. Hmm. Vous noterez donc que ma présentation a un fort accent français ou européen, mais j'ai été invité à partager justement cette expérience pour que vous puissiez éventuellement apprécier ce qui est intéressant ou moins intéressant dans la situation haïtienne. Alors, voilà, mais ça refuse de passer. Alors, je vais arrêter et reprendre le partage. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Oui. Quelques points sur la présentation. Je vais évoquer ce qu'est la médiation, ses avantages, en quoi elle a un lien avec la propriété industrielle, quels sont les différents types de médiation que l'on peut rencontrer, comment fait-on pour choisir un médiateur, comment ça se passe finalement la médiation. Alors, la médiation, peut y avoir plusieurs approches, ça dépend des cultures. Donc là, comme je le disais, ma culture européenne me renvoie vers une définition qui a été proposée par l'Union européenne et qui a été reprise ensuite en droit français. La médiation, tout d'abord, c'est un processus qui est structuré.
On peut l'appeler parfois par d'autres noms. Et c'est un processus qui est volontaire et qui permet à des parties de rétablir un échange à l'aide d'un médiateur. Et selon les différentes pratiques ou cultures, cette initiative de recourir à la médiation peut être volontaire entre les parties ou bien résulter d'une prescription ou d'une injonction par un tribunal. Le médiateur, donc, c'est un tiers qui doit être impartial, neutre. On verra ses différentes qualités un peu plus tard et qui est amené à organiser la médiation dans la mesure où il a une formation adaptée pour cela. À la différence, je dirais, de l'arbitrage, la médiation fait intervenir un tiers qui est le médiateur, qui n'a pas pour fonction de décider. Il ne va pas imposer de solution aux parties, si bien que celles-ci vont se sentir entièrement libres euh, par rapport à ce processus dans la mesure où aucune décision ne leur sera imposée. Et si il y a finalement un accord, ce sera la volonté des parties qui sont concernées par le différend. Donc, il n'y a aucun risque par rapport à une décision qui ne pourrait pas convenir. On retrouve des similitudes avec l'arbitrage, donc qui est la confidentialité. Ça, c'est un principe extrêmement fort, dans la mesure où la confidentialité permet aux parties de s'exprimer librement. Tout ce qui a été dit, écrit ou fait pendant la médiation reste confidentiel, à moins que les parties se mettent d'accord pour qu'il en soit autrement. Lorsque l'on s'engage dans un processus de médiation, on va résoudre un différend de façon globale. Par exemple, ça peut être un sujet de propriété intellectuelle, mais il va peut-être y avoir également un conflit entre l'employeur et l'employé. L'employé étant par exemple l'inventeur, et donc il n'y a pas que les aspects de propriété intellectuelle. La médiation va pouvoir aborder tous les aspects nationaux, internationaux, donc il y a un spectre très large. Une décision judiciaire ou bien un arbitrage va devoir s'intéresser avant tout aux points de droit et apporter une réponse conforme aux règles de droit par rapport au problème qui est posé. Ensuite, comme ça a déjà été souligné pour l'arbitrage, le processus de médiation est généralement assez rapide et ça permet de trouver une solution pour régler ce qui était passé, mais aussi pour organiser le futur. Et dans ce sens, la médiation permet de préserver une relation d'affaires. Euh, Parfois, il y a un conflit qui aboutit à des mécontentements, mais il est important de pouvoir garder la relation d'affaires et donc la médiation permet de résoudre ce différend en apportant une solution, même pour le futur. Alors, médiation et propriété intellectuelle, est-ce que ça finalement, est-ce que la médiation est adaptée à la propriété industrielle, à la propriété intellectuelle? Oui. La propriété intellectuelle apparaît dans bien des activités puisque tout ce qui est lié à la création et à l'innovation euh, donne naissance à des droits de propriété intellectuelle. Et donc, dans beaucoup de situations, on retrouve des sujets de propriété intellectuelle. Quand on parle de propriété intellectuelle, on parle par exemple de brevets, de droits d'auteur, de marques. Il y a des titres, des droits qui peuvent être violés ou bien usurpés, ou bien il n'y a pas d'obligations qui sont respectées par rapport à ces droits, par exemple dans l'existence de contrats de licence. Ce qui est un peu particulier donc dans la propriété intellectuelle, c'est qu'on a souvent affaire
à des créateurs, à des auteurs, et ce sont donc des personnalités qui sont particulièrement adaptées finalement pour identifier une solution qui fonctionne et qui leur convient. Donc ce que je veux souligner, c'est que les auteurs sont particulièrement adaptés dans la mesure où ce sont des créateurs et donc ils peuvent être créateurs de solutions. Par rapport à l'expérience que nous avons en France et en Europe, donc concernant les différents propriétés intellectuelles, on traite de différents relatifs aux droits d'auteur, aux inventions de salariés. Ce sont par rapport, par exemple, au droit français, lorsqu'un salarié fait une invention dans le cadre de sa mission, elle appartient à l'employeur. Le salarié a le droit, en contrepartie, à une rémunération supplémentaire. Il peut y avoir des discussions et des différends qui apparaissent au moment d'établir les droits des uns et des autres. Et évidemment, la médiation est amenée à pouvoir connaître de ces différends. On peut même aborder les sujets relatifs aux contrefaçons de brevets, de marques. Euh, alors, il est vrai que quand il y a un sujet, par exemple, lié à la validité d'un brevet, on peut s'interroger sur le fait d'aborder ou non la validité du titre. Est-ce que si je contrefais un brevet qui n'est pas valable, ben, je ne fais rien de mal puisque le brevet n'est pas valable. Donc, généralement, dans une action en contrefaçon, la première démarche euh, du présumé contrefacteur, c'est d'essayer d'obtenir la nullité du titre. En arbitrage, on ne peut pas avoir de décision qui concerne tout le monde sur ce sujet-là, sur le fait de dire oui ou non le titre est valable. Cependant, en médiation, on peut toujours faire souligner que la validité du titre est discutable et donc peut-être qu'on peut faire l'hypothèse de considérer que finalement le brevet a une portée faible. Quelle est la situation dans ce cas-là? Qu'est-ce que proposent les parties? Sans pour autant, bien entendu, qu'il y ait une décision qui puisse être prise et s'imposer au public sur la validité du titre. On a déjà évoqué au moment de l'arbitrage comment certains offices ou organisations peuvent inclure des services en matière d'arbitrage ou de médiation. Donc, euh, Maître Joseph a déjà évoqué l'OMPI, qui a un centre d'arbitrage, mais ce centre est également un centre de médiation, et donc il est toujours possible de recourir à ce centre pour des litiges en matière de propriété intellectuelle. Bien entendu, la CCAH peut connaître aussi ce type d'organisation de processus de médiation. Parfois, lorsque une société étrangère peut être impliquée dans un différend qui concernerait aussi une société haïtienne ou un auteur haïtien, il faut se mettre d'accord sur le centre de médiation auquel on pourrait recourir. Ce centre de médiation, généralement, propose un règlement pour organiser le processus de façon matérielle. Il existe aussi un centre d'arbitrage et de médiation à l'OAPI, donc avec cette mission d'organiser des arbitrages ou des médiations. Et également, je voulais citer donc parmi les offices qui proposent des services de médiation, le service de médiation de l'EUIPO, qui est donc l'Office des marques de l'Union européenne, qui se trouve en Espagne et qui propose des services de médiation dans la mesure où une marque européenne est impliquée. Alors là, je souligne un aspect euh, particulier de la médiation, c'est qu'à nouveau, dans une médiation, elle est destinée donc à régler un différend entre deux parties. Ce différend a souvent plusieurs aspects.
Donc, il n'y a pas forcément qu'une marque qui est en cause, mais il peut y avoir des sujets de concurrence, des sujets qui relèvent de prud'homme. euh, et si on veut rétablir une relation entre deux parties, il faut être à même de résoudre l'ensemble des branches de ce différend. Et donc, la médiation peut être amenée à résoudre différents aspects et les centres de médiation, par exemple celui de l'IPO, peut être amené à aussi traiter de sujets qui sont en plus de celui de la marque. Il peut y avoir par exemple un sujet de brevet ou un sujet de droit d'auteur qui est sous-jacent. S'il faut faire des prospectives, et ça a déjà été évoqué d'une certaine façon par Maître Joseph, je vais donner l'exemple là, juste ensuite de ce qui est en cours de réalisation dans l'Union européenne, c'est-à-dire une juridiction qui à la fois intègre un guichet d'entrée vers les juges et un guichet d'entrée vers les arbitrages ou les médiations. Donc, je sais que dans le cadre de l'organisation intergouvernementale CARICOM, bien, pourquoi pas prévoir une cour de justice qui aborderait certains aspects. Enfin, il y a une cour de justice, pardon, excusez-moi. Il y a une cour de justice qui est déjà en place. Pourquoi ne pas prévoir aussi, associé à cette cour de justice, un centre de médiation et d'arbitrage qui permettrait aux entreprises de s'orienter tantôt vers le juge, tantôt vers le médiateur ou vers l'arbitre. Enfin, c'est une idée peut-être un peu naïve de ma part, mais voilà, je l'évoque tout de même. En effet, donc en Europe, je vais aller très rapidement là sur ce slide qui est un petit peu encombré. Mais nous avons créé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, une juridiction unifiée donc qui permet d'avoir des décisions concernant les contrefaçons de brevets européens qui sont valables dans différents États en Europe. La construction européenne sur ce plan-là a été assez longue et cette même organisation judiciaire crée un centre, prévoit aussi un centre de médiation et d'arbitrage qui va traiter des différends dans la mesure où au moins un point du différend concerne le brevet européen. Donc c'est ce modèle je dirais, de guichets qui sont rassemblés auprès d'une juridiction enfin de guichets que rassemble une juridiction, c'est-à-dire entrer vers le juge, entrer vers la médiation ou l'arbitrage. Cette organisation-là ne se trouve pas très fréquemment. Souvent, il y a l'organisation judiciaire d'un côté et puis, de façon tout à fait séparée, des centres de médiation et d'arbitrage. Euh, on a l'habitude de distinguer donc dans les pratiques européennes ce qui relève d'une médiation conventionnelle, c'est-à-dire les parties qui sont en difficulté se rendent compte qu'il serait préférable de recourir à une médiation. Elles peuvent à ce moment-là, c'est un petit peu un parallèle avec ce qui a été dit à propos de l'arbitrage, décider de convenir qu'elles vont signer un protocole dans lequel elles organisent une médiation dans le but de régler leurs différends. Mais il peut également y avoir prévu, enfin avoir été prévu dans un contrat, par exemple dans un contrat de licence, de droit d'auteur, une clause de médiation qui avait prévu que en cas de difficulté et de différend, eh bien, on aille vers un médiateur. Et la clause peut d'ailleurs identifier un centre de médiation particulier qui peut être par exemple la CCAH. On peut aussi combiner une clause de médiation et une clause compromissoire d'arbitrage. C'est ce qu'on appelle la clause MED-ARB.
euh, qui prévoit que les parties tenteront de régler leurs différends par la médiation tout d'abord, et puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, eh bien, vont recourir à l'arbitrage. Cette médiation conventionnelle, si elle aboutit, aboutira à un accord. Très rapidement, lorsque l'on décide de rentrer en médiation, eh bien, on va rédiger une convention de médiation qui va fixer différentes règles sur le déroulement du processus, comment on va organiser les rencontres, les lieux de la médiation, le coût, le fait de faire intervenir d'autres personnes, d'autres professionnels qui sont des sachants par rapport à un point important qui est soulevé dans le différend. Voilà. Le coût de la médiation conventionnelle va être aussi fixé d'un commun accord avec les parties dans ce type de convention. Il existe en Europe ce que l'on appelle la médiation judiciaire qui pose disons le sujet de l'intervention du juge par rapport à ce processus de médiation. Les parties peuvent décider elles-mêmes de rentrer en médiation. Elles peuvent avoir prévu dans un contrat une clause de médiation qui les incite en cas de différend à entrer en médiation. Il se peut aussi que les parties présentent un différend auprès d'un juge et que ce juge suggère aux parties de recourir à la médiation. C'est ce qu'on appelle la médiation judiciaire, c'est-à-dire que l'incitateur à la médiation est un juge. Le rôle du juge et l'interaction du juge pour favoriser la médiation est important et il doit être discerné et il y a des réflexions en cours dans différents États qui sont intéressantes. Dans quelle mesure, notamment, un juge doit-il obliger des parties à entrer en médiation? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Cette question est débattue. Si je ne suis pas en médiation judiciaire, c'est-à-dire si c'est les parties qui ont décidé elles-mêmes de entrer en médiation, est-ce que je peux me faire aider par un juge pour, par exemple, désigner un expert? Il y a un sujet financier important qui est présent dans le différend et j'ai besoin de l'aide d'un expert et je voudrais l'avis d'un expert. Peut-être qu'un juge pourrait m'aider à désigner cet expert. C'est ce qu'on appelle communément en France le juge d'appui. Donc il y a toute cette réflexion à avoir pour promouvoir la médiation sur quel rôle peuvent jouer les juges dans cette promotion. En France, sauf dans des cas très particuliers, le juge ne peut pas obliger les parties à entrer en médiation. Par contre, euh, il peut obliger les parties à écouter un médiateur qui va leur expliquer ce qu'est la médiation. Ensuite, les parties pourront décider, une fois qu'elles ont été obligées d'entendre cette information, elles ont la liberté de décider si elles entrent ou pas en médiation. Vous voyez, il y a tout ce réglage du caractère contraignant ou non des initiatives du juge. Voilà, donc ça, je l'ai un peu dit. La durée d'une médiation, alors le juge, en France, on a eu pendant longtemps des durées qui étaient de 3 mois renouvelables. En tout cas, ce sont des durées que l'on rencontre aussi, même lorsque la médiation n'est pas d'origine judiciaire. Mais très récemment, le juge a porté cette première période à 5 mois, ce qui, à mon avis, est davantage proche de la réalité d'une durée de la médiation. Voilà. Ce qui est important donc dans la médiation aussi, c'est de choisir le médiateur. Alors là, j'ai laissé des dispositions qui relèvent du droit français, mais elles ne sont évidemment valables que en France. Elles sont intéressantes dans la mesure où on peut prévoir que le médiateur est une personne physique, mais ça peut être également un centre, c'est-à-dire qu'on peut désigner un centre et à ce moment-là, le centre proposera éventuellement des médiateurs aux parties qui recherchent
à recourir à une médiation. Ce qui est important en France, nous et en Europe, souvent la médiation n'est pas réglementée. Donc tout le monde peut être médiateur. Euh, Cependant, on observe que dans la pratique, il vaut mieux que le médiateur soit très bien formé. On ne s'improvise pas médiateur ou plus difficilement. Et comme je le disais au tout début, la médiation, ce n'est pas un libre moment d'échange de paroles, c'est un échange complètement organisé par le médiateur. Voilà, donc c'est ce que je disais, là, en France, la profession de médiateur n'est pas réglementée. Quelques mots, pour ne pas trop abuser du temps qui nous reste, sur pourquoi enfin, quels sont les ressorts de la médiation. On- Pourquoi est-ce que la médiation, ça fonctionne? Euh, Tout d'abord, ça, ça- ça s'appuie sur le pari que les parties ont elles-mêmes les ressources et les compétences pour trouver leur solution. Et donc pour s'approprier le différent et trouver la solution avec l'aide d'un médiateur qui est le tiers. Là, je cite donc les travaux de Thomas Futak, donc, qui était un médiateur connu d'origine américaine et qui a essayé de modéliser ce qui se passait au cours d'une médiation sous la forme d'une roue qu'on appelle la roue de Futak, qui se lie en partant du point bas réalité et en partant vers la gauche, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a différentes phases que le médiateur maîtrise, c'est-à-dire il va d'abord interroger les parties sur ce qui s'est passé, essayer de comprendre pourquoi les choses se sont passées ensemble, de manière à ce que les parties au moins comprennent chacune pourquoi l'autre partie a réagi de cette façon. Et c'est à partir de cette clarification de la situation et de cette bonne compréhension des contraintes de chacun que l'on arrive à dégager une solution. Euh, de façon très pratique, comment ça se passe? Le médiateur organise des rencontres avec les parties qui peuvent être séparées pour qu'elles puissent avoir la liberté d'exprimer directement au médiateur. Généralement, la discussion et le dialogue s'est interrompu et donc, euh, et donc il faut rétablir cette discussion. Et c'est par l'intermédiaire du médiateur qui est neutre, qui a une écoute active, que à nouveau les parties vont pouvoir s'exprimer, être écoutées et que l'on va pouvoir rétablir cette relation. Et donc il va y avoir des moments où il y a des discussions séparées avec le médiateur, d'autres moments où les parties se rencontrent afin de faire avancer la médiation jusqu'à l'obtention d'un accord. Généralement, le médiateur ne participe pas, et c'est ce qui est vraiment préféré, à la rédaction de l'accord. Cela est fait par des conseils, par exemple par des conseils avocats, parce que quand on met les choses par écrit, eh bien, il y a toujours des sujets de discussion, et donc il faut que le médiateur reste libre de pouvoir à nouveau intervenir s'il y a des points de blocage par rapport à cette mise par écrit de l'accord. Ensuite, un accord, c'est une bonne chose, mais ensuite, si les parties ne respectent pas l'accord, que se passe-t-il? Il existe en France une possibilité de rendre exécutoires ces accords par le principe, donc c'est ce qu'on appelle la procédure d'homologation. On demande à un juge de le rendre exécutoire, ce qui ensuite facilite auprès des autorités la réalisation et l'exécution de cet accord. Voilà, merci. N'hésitez pas, enfin, je suis maintenant à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Delabine, pour cette présentation. Donc, nous venons d'écouter ces deux professionnels, chacun dans un domaine, et la médiation et l'arbitrage. Donc, nous avons pu voir que ces deux domaines même, quoique différents, sont quand même complémentaires. La médiation
dans laquelle les parties sont appelées. C'est un système structuré permettant aux parties d'arriver à la résolution de leur conflit elles-mêmes, et l'arbitrage où la solution est dictée par des arbitres. Et je vais laisser aux participants poser leurs questions. Ils peuvent le faire de vive voix ou à travers le groupe chat. Mais avant, je voulais rapidement voir avec dans le cadre de ces deux mécanismes-là, quels sont selon vous, donc c'est une question ouverte, n'importe qui peut la répondre, l'un ou l'autre, quelles sont je dirais, les différences majeures de ces deux mécanismes? Et un entrepreneur souhaitant résoudre un conflit amiable, est-ce qu'il existe des critères permettant de sélectionner le mode de résolution qui serait le plus adapté à un conflit? Je- J'avoue que c'est quand même une question qui est peut-être conflictuelle entre les deux domaines. Est-ce que vous allez répondre, monsieur Delaby? Oui, oui, mais allez-y, vous êtes en premier. Bon, moi, je serais beaucoup plus succinct et peut-être au niveau de la définition. Peut-être la médiation, c'est quand même un processus, si je comprends bien, où aide, un tiers neutre, je dirais, aide les parties à discuter et à trouver un accord. Euh, le médiateur ne tranche pas le litige, et pour moi, c'est quand même une limite. Vous voyez, ça peut être un bon côté pour Monsieur Delavigne, mais pour moi, c'est quand même une limite. Et donc, et la procédure peut prendre trop de temps, c'est-à-dire que le médiateur, il guide simplement les échanges, il propose des solutions, en laissant aux parties la maîtrise du résultat. Donc, pour moi, c'est un point de faiblesse de la médiation. Mais l'arbitrage, en revanche, confie, confie le conflit à un arbitre ou encore un tribunal arbitral qui ont une décision obligatoire et exécutoire. Donc, je pense que les parties acceptent de se soumettre à cette décision et ce qui en fait une solution plus, beaucoup plus formelle, beaucoup plus contraignante que la médiation. Alors, et c'est peut-être ma position qui peut être contraire à celle de M. Delavigne, mais bon, c'est ce que, en tant que voilà, que chercheur, je comprends de ces deux notions-là. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment de solutions contraires et si ces solutions, je dirais, s'opposent. Je pense qu'elles se complètent ou bien qu'elles ont des rôles différents. Euh, un- Si je prends l'expérience, enfin, disons, comment les juges français qui sont des promoteurs de la médiation et qui sont des incitateurs à la médiation, comment est-ce qu'ils jugent qu'il faut envoyer une affaire, il faut suggérer une affaire à la médiation? C'est par rapport au niveau de complexité. Il y a des parties où il y a des très forts ressentis et elles vont s'opposer sur divers plans et vont faire jouer toutes les actions judiciaires qu'elles peuvent. Il va y avoir, elles vont attaquer de façon sur le plan pénal, sur le plan civil, sur le plan commercial. Et il va y avoir un certain encombrement des tribunaux parce que, je dirais, il y a des frottements forts entre les parties. Et donc, généralement, les juges suggèrent à ces parties de discuter de tout cela et d'essayer de trouver une solution via la médiation. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive aussi à ces situations-là, je dirais, alors que même parfois les parties ont essayé de négocier entre elles, elles ont parfois négocié avec l'aide de conseils. C'est que la médiation va essayer de faire évoluer la discussion sur le terrain des besoins plus que sur le terrain des points de droit.
en fait, le médiateur va interroger les parties en leur demandant, mais quels sont vos besoins, en fait? Qu'est-ce qui vous permet de vivre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça va décaler un peu les discussions par rapport à des prises de position. Je veux tant de dommages et intérêts, par exemple, ou bien, voilà, je veux tel montant, etc. Donc, il y a un certain décalage qui est pris par rapport aux différents. Mais l'arbitrage a tout à fait son rôle. Parfois, il est nécessaire d'avoir une réponse sur un point de droit. Euh, dans la mesure où les situations sont assez claires, hein, la médiation, elle permet de dissiper beaucoup de malentendus. Elle permet de clarifier. Mais on peut aussi arriver à un point assez clair et puis, voilà, maintenant, oui, on a bien compris la position de chacun, mais il faut quand même trancher et ça serait bien si on pouvait trancher par rapport aux règles de droit. Cette question-là, en ce moment, on se la pose beaucoup dans ce nouveau centre de médiation et d'arbitrage. Puis c'est ce centre de médiation et d'arbitrage qui a été créé pour la juridiction unifiée du brevet. Mais on se dit, mais il y a une juridiction, pourquoi les parties vont aller à l'arbitrage alors que cette juridiction propose des juges et pourquoi vont-elles aller en médiation? Eh bien, par exemple, dans un problème de contrefaçon, il pourra, ou, voilà, ou un problème, oui, enfin, qui pourrait être lié à une licence, il va pas y avoir, par exemple, un moment, intervention du juge, par exemple, mais sur les dommages et intérêts. Une fois qu'on a décidé, par exemple, que le juge a décidé qu'il y avait une contrefaçon, bah, les parties, il y a plus de mystère, il n'y a plus de surprise. Et elles vont peut-être vouloir dire, bon, pour les aspects financiers des choses, bah, nous, on va faire ça discrètement auprès d'un arbitre et on va demander l'arbitrage. Là, on est typiquement dans le cas d'une situation bien claire. Une décision a été prise par rapport à la contrefaçon. Il ne reste plus qu'à définir les dommages et intérêts. Et là, on préfère que ce soit un spécialiste qui intervienne, des juges, des arbitres qui connaissent bien le domaine, qui ont été choisis, auxquels on a confiance, parce qu'on admettra mieux ensuite la décision de l'arbitre, parce que ce sont des personnes a priori auxquelles on fait confiance. Voilà, la médiation peut aussi résoudre certains points et puis d'autres points, si on a vraiment besoin enfin, s'il est pertinent de connaître la solution de droit, l'arbitrage pourra la résoudre aussi. Très bien, merci. Et nous avons quelques questions qui ont été postées par les participants, donc je vais y aller par ordre de réception. Nous avons une question de Maître Sibylle Hermeuse qui demande si l'homologation n'affecte-t-elle pas l'aspect secret des informations échangées lors de la médiation. Non, enfin le juge, a priori, il n'y a pas de raison qu'il communique sur le contenu du protocole issu de la médiation. Donc je n'ai pas perçu comme étant, disons, une rupture de confidentialité. Nous avons une autre question et je pense qu'elle s'adresse à Maître Joseph qui avait évoqué quelques perspectives et par rapport au développement et de ces domaines dans la propriété intellectuelle en Haïti. Il demande, et c'est M. Hendrick, demande quelle place le BHDA, Bureau haïtien du droit d'auteur, ou le ministère du Commerce et de l'Industrie pourrait jouer dans la promotion de ces mécanismes. C'est une question pour Maître Joseph, non? Maître Joseph, oui, le micro, votre micro n'est pas allumé, Maître Joseph. C'est bon? Voilà, oui, c'est bon. Bon, bon, je, je, je remercie Kendrick pour cette question. Bon, le roi haïtien du droit d'auteur et le ministère du commerce croisé pourraient jouer un rôle, je dirais, clé dans la promotion et des mécanismes alternatifs de règlement
de conflit, car et ces outils, je dirais, favorisent un climat d'affaires stable et attractif. Donc, euh, ces institutions vont agir comme facilitateurs institutionnels et promoteurs de la culture, de règlement pacifique et des litiges commerciaux. Bon, ces institutions pourraient quand même jouer un rôle principal dans l'instauration, encore l'introduction d'un cadre juridique et institutionnel, c'est-à-dire soutenir l'adoption ou la modernisation d'une loi nationale sur l'arbitrage et la médiation, qui de toutes les façons sera alignée sur, sur la Convention de New York de, de 1958. Encore créer, peut-être reconnaître un centre national euh, euh, comme je l'avais dit tantôt, une section voilà, spécialisée en matière de propriété intellectuelle au sein de la CCAH, ou encore assurer la coordination euh, avec le Bureau haïtien du droit d'auteur et le ministère du Commerce pour garantir la reconnaissance, ou encore le ministère de la Justice pour garantir la reconnaissance des sentences arbitrales. Au-delà de cela, je dirais euh, que la sensibilisation et la formation sont très importantes. Donc, organiser des campagnes d'information pour les entrepreneurs, les avocats, les juges sur les avantages de l'arbitrage, promouvoir la formation des arbitres, des médiateurs nationaux, en partenariat avec les universités, l'UH, KISRIA, les chambres de commerce et les institutions régionales, comme c'est le cas de l'OAPI, l'OADA, CARICOM, etc. Euh, l'on pense également à une promotion économique, c'est-à-dire que ces institutions pourraient euh, intégrer l'arbitrage dans la politique de facilitation des affaires en Haïti, mais bon, malgré les situations difficiles, et, elles peuvent intégrer l'arbitrage dans la politique de facilitation des affaires et dans les programmes de promotion des investissements et des marchés. Donc, et, introduire une rubrique pour encourager les entreprises locales à euh, inclure des clauses d'arbitrage dans leurs contrats commerciaux, voilà, afin de mieux protéger et de valoriser leurs droits de propriété intellectuelle. Voilà. Très bien, merci. Merci, Maître Joseph. Et une question à Monsieur Delaby. Et étant donné que la médiation est présentée comme étant une résolution amiable où les parties coopèrent. Donc, la question est, quelles sont les conditions essentielles pour permettre d'instaurer un climat de confiance, surtout dans des conflits techniques et à fort enjeu économique? Oui, c'est une très bonne question. Donc, le médiateur est là pour structurer les échanges et donc pour fixer un cadre, et donc un cadre temporel et un cadre spatial. Donc, le cadre temporel, ça va être d'organiser les échanges. Lorsque c'est fait par une personne neutre, c'est plus facile que lorsque c'est fait directement entre les parties. Et également le cadre spatial, c'est-à-dire où est-ce qu'on se rencontre? Est-ce que les échanges ont lieu en visio? Est-ce qu'on fait des rencontres en présentiel avec la richesse que le présentiel peut apporter? C'est vrai que quand des parties se déplacent et changent de continent pour aller se rencontrer, généralement elles sont assez ouvertes à ce que les discussions après leur long voyage soient fructueuses. Donc ça peut aussi permettre le déplacement physique, peut permettre
d'améliorer les solutions. Et sur l'aspect, le mot technique qui est utilisé dans la question, euh, euh, la médiation aussi peut s'appuyer sur toutes les compétences nécessaires pour résoudre le problème. Et donc, on peut faire appel à des compétences. On peut faire appel à d'autres médiateurs. Les parties peuvent souhaiter que le médiateur connaisse bien leur sujet. Par exemple, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, par exemple. Mais il y a aussi un aspect commercial et dans des grandes entreprises, il peut y avoir des enjeux, ce qu'on appelle, oui, l'aspect business du différent et pour lequel il faut avoir une certaine expérience de ce type de situation. Et là, on peut aussi s'adjoindre les compétences d'un expert ou d'un co-médiateur qui a une bonne expérience de ce sujet, hein, qui a un peu un esprit business, par exemple, si c'est souhaité par les parties. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Oui, je pense que c'est clair, merci. Et une question je pense que celle-ci s'adresse à Maître Joseph. Est-ce que la sentence arbitrale est reconnue par les tribunaux en Haïti? Donc, ça adresse l'exécution des sentences arbitrales. Maître Joseph? OK. Oui. Alors, oui, effectivement, euh, comme dit tantôt, c'est une vraie juridiction privée qui est impliquée de l'autorité de la chose jugée. Donc, sa décision n'est pas susceptible de recours. Mais toutefois, je comprends les idées sous-jacentes de la question. C'est euh, peut-être de faire appel à, à la théorie, je dirais, compétence, qui est un principe fondamental en arbitrage, c'est-à-dire que euh, l'arbitre peut, l'arbitre peut décider J'ai l'impression que nous avons perdu Maître Joseph. Maître Joseph? Bon, je vais passer, bon, je pense que je vais passer à la prochaine question parce que le temps presse. Donc, nous avons une question de Maître de l'Espinasse. Et pour Monsieur Delabigne, il demande, dans votre expérience, quelle est la tendance des résolutions de conflits en général? Est-ce que c'est par médiation ou par arbitrage? C'est une question que je trouve très difficile. Euh, je... Alors d'abord, il est pas si simple que ça d'obtenir des statistiques sur les médiations. Euh, Tout d'abord parce que ce sont des processus confidentiels, donc il n'y a pas beaucoup de publicité là-dessus. Et donc, il est toujours difficile d'avoir des chiffres, hein. Ensuite, par rapport à l'arbitrage, généralement, le choix de l'arbitrage se fait sur certaines affaires, sur des affaires internationales. Je dirais que souvent, sur des aspects les plus internationaux, les chambres d'arbitrage spécialisées sur ces conflits internationaux sont souvent sollicités. Donc je dirais c'est l'aspect arbitrage qui est souhaité parce qu'il est discret par rapport à la solution, enfin par rapport aux différends. Ensuite, malheureusement, enfin, c'est pas le terme. C'est dans la pratique, ça va soit, c'est rare que un différend passe par les deux étapes, médiation et arbitrage. Et donc, c'est souvent séparé. Et à nouveau, les statistiques sont assez peu nombreuses. Voilà. On peut dire que si on regarde que la médiation, on peut dire qu'il peut y avoir plus d'un cas sur deux qui, lorsque les parties ont accepté d'entrer en médiation, aboutit à un accord.
mais je ne saurais pas comparer avec l'arbitrage. Évidemment, l'arbitrage aboutit toujours à une décision. Très bien, merci. Je pense que nous avons épuré la plupart des questions. Il y a une question par rapport aux litiges qui peuvent être soumis à la CCH. Je pense que je peux répondre à cette question. Et de M. Magloire qui demande si la CCH connaît d'autres différents autres que commerciaux. Donc, je répondrai que non. Pour le moment, les litiges qui sont administrés par la CCH ne sont que des litiges commerciaux vu que la législation haïtienne l'a prévu ainsi. Je pense qu'il y a des réflexions en cours à ce sujet et éventuellement dans le futur, nous aurions peut-être des modifications législatives qui pourraient étendre la résolution d'autres types de conflits et à l'arbitrage. Donc, je ne sais pas si Maître Stanley voudrait y complémenter. Non, ça va, ça va. Très bien, donc je pense que nous arrivons à la fin de notre webinaire. Et Alors, Vanessa, oui, je voulais peut-être poser deux questions aux oui, intervenants avant de conclure. vas-y, monsieur Henry. Et d'abord, je remercie ces deux intervenants pour l'exposé. J'ai effectivement beaucoup apprécié les démarches qui ont été empruntées pour présenter la médiation et l'arbitrage. J'ai cette revue conceptuelle qu'a faite les deux intervenants et, et illustrée par des cas pratiques où l'accent a été mis sur d'abord la place qu'occupe la médiation et l'arbitrage dans le paysage juridique haïtien, les avantages et qu'offre ce mode de règlement par rapport à la justice étatique et aussi les perspectives. Et je m'attendais, je n'avais pas compris alors que le domaine de la propriété intellectuelle et pouvait être inscrit dans le dispositif réglementaire et légal existant. Et j'avais toujours pensé, c'est un domaine nouveau pour moi, qu'il y avait une démarche particulière pour traiter des cas en matière de propriété intellectuelle, étant donné on parle de biens intangibles. Ce bien intangible, droit d'auteur, et je parler de musique, art, ces biens intangibles, je pensais que ça allait avoir un autre traitement par rapport au, au règlement, à la loi existante actuellement pour les cas de litige relatifs aux biens et matériels. Et je prends l'exemple, par exemple, la propriété, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, par exemple. Ces deux propriétés sont-elles traitées de la même manière? Et cette idée aussi m'est venue du fait que dans ma lecture, juste avant de cette séance, je suis tombé sur un texte où on parle de code de propriété intellectuelle en France. Donc, s'il existe un code de propriété intellectuelle, donc c'est un domaine qui est traité de manière différente par rapport aux autres domaines. Et je n'ai pas senti que ça a été mis en relief et suffisamment et dans les deux exposés. Et donc, j'aimerais peut-être comprendre et la raison de cette démarche. Pourquoi ça a été traité ainsi? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de différence à traiter un bien matériel comme un bien immatériel ou abstrait? Est-ce que ça se traite de la même manière? Est-ce que les cas de preuve sont identiques? Etc., etc.
Donc, je me posais cette question. Je n'ai pas la réponse. Je me posais cette question. Donc, j'aimerais bien écouter et les deux intervenants à ce sujet. Il est perdu, là. Non, 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 non. Ah, on est Oui, là. Bon, bien. je ne sais pas qui voudra se lancer en premier. Maître Joseph, On ne voit pas. Ah, là, là. Ah, Le micro est... Bon, je ne sais comment répondre à cette question me semble, qui me paraît un exposé. Alors, je dois vous dire que c'est quand même, c'est pourtant le cas, dire, en matière de propriété intellectuelle. euh, L'arbitrage adopte une approche beaucoup plus souple et spécialisée par rapport aux autres domaines, c'est-à-dire priorise, de même que les autres domaines, la confidentialité, la compétence technique des arbitres, souvent experts en propriété intellectuelle. Euh, Effectivement, euh, il offre l'arbitrage une perspective beaucoup plus différente, c'est-à-dire il permet de régler les litiges de propriété intellectuelle sans, sans lourdeur administrative par rapport au... Joseph a perdu le signal, là. je vais peut-être compléter le temps que Maître Joseph se reconnecte. Si... Oui. Alors, merci beaucoup, Monsieur Henry. C'est tout à fait ça le problème de le paradoxe de médiation et arbitrage et propriété intellectuelle. Ce sont des points juridiques qui paraissent bien tranchés. Pourtant, dans la pratique, je sais, dans la pratique, euh, la validité d'un titre, par exemple d'un brevet, d'une marque, et peut toujours être remise en cause et toujours discutable. On n'est jamais certain que même si un office a délivré un brevet, une marque, il pourra être maintenu au vu d'un certain nombre de preuves. Donc il y a toujours une incertitude. Et ensuite, il y a des incertitudes sur le fait que on contrefait ou pas un droit de propriété intellectuelle. Ce n'est jamais une situation bien tranchée. Elles peuvent être assez complexes. Euh, on a aussi des litiges concernant ce qu'on appelle les brevets essentiels, c'est-à-dire toutes ces technologies qui sont brevetées et qui aboutissent à des normes internationales, notamment dans les télécommunications. Il est toujours très difficile pour des acteurs de savoir s'ils rentrent dans une famille de brevets, etc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et de complexité. Et parfois, l'arbitrage permet d'apporter des juges, disons, tout à fait compétents dans des domaines extrêmement précis. Et la médiation, face à la complexité, à nouveau, c'est souvent une bonne solution parce que il faut savoir décaler le point qui est discuté entre le pur point de droit qui est écrit dans un code, par exemple, de propriété intellectuelle, et le véritable besoin de l'entreprise ou de l'auteur. Il y a toujours un décalage entre ces deux réalités et la médiation permet de les aborder. Je m'excuse, Maître Joseph, j'ai pris la parole pendant votre Ouais. interruption. Alors, merci, merci. Alors, je dirais que oui, en effet, par rapport aux autres domaines, l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle se distingue.
par la technicité des questions traitées, voilà, et par, je dirais, la nécessité euh, de préserver la confidentialité, puisqu'on parle d'innovation, on parle de brevets qui est quand même protégé, une innovation qui est quand même protégée pour une durée de 20 ans. Donc, je, je dirais que là où l'arbitrage commercial, si je pourrais le qualifier de classique, porte surtout sur des obligations contractuelles, voilà, celui en propriété intellectuelle, souvent euh, des droits immatériels, voilà, il existe quand même des enjeux de confidentialité. C'est-à-dire, il faut pas partager les, les créations artistiques, voilà, la nouveauté, voilà. Donc, tout à fait. Je dirais que contrairement à d'autres secteurs où l'arbitrage règle surtout les litiges commerciaux ou contractuels, les différents intellectuels en propriété intellectuelle exigent euh, une certaine expertise technique et une discrétion, je dirais, particulière, notamment dans les secrets d'affaires, encore les brevets des nations. Oui, parce que en propriété intellectuelle, l'arbitrage doit quand même pouvoir gérer des questions voilà, très techniques. Donc, contrairement à d'autres domaines plus, Ouais. je dirais, purement commerciaux. Mhm. Ok. Très bien. Très Merci. bien. Merci pour cette question, Monsieur Henry, et merci aux intervenants pour leurs réponses éclairantes. Je pense que nous avons dépassé de 20 minutes le temps de notre webinaire, donc ça veut dire que c'était intéressant. Donc, je vous remercie déjà pour votre participation. Merci aux participants pour leurs questions. Merci, Monsieur Delaby, Maître Stanley Joseph, et d'avoir répondu oui à l'invitation d'ACIPI et de la CCAH. Et dans le cadre de cette belle collaboration, ce ne sera certainement pas la dernière fois et j'espère que ce webinaire s'inscrira dans le cadre d'une série de webinaires qui viendront renforcer cette belle collaboration que nous avons entre l'Association interaméricaine et de propriété intellectuelle et la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Donc, je laisse M. Henry et 2 minutes pour, Ok. pour, pour clore officiellement notre session. D'accord. Merci, Madame Delazag. Bon, vous avez tout dit. Je, j'adresse mes remerciements aux intervenants, à Maître Stanley Joseph, à Maître Labige, et pour leur exposé combien éclairant. Je dois dire que ça a été réellement un dépit de mon interrogation, mais c'était très instructif et ça, j'imagine, a profité à beaucoup et des participants qui ont répondu à cette invitation. Donc, nous retenons aussi les recommandations qui ont été faites par les deux intervenants, des recommandations assez judicieuses, et que la CCAH va se pencher sur ces recommandations. Donc, nous adressons tous nos remerciements aussi aux participants. Ils ont été assez nombreux, presque près de 60, plus de 75 participants, et si j'ai bien vu. Donc, ça relève ça révèle l'intérêt qu'a suscité le thème. Donc, ce domaine, nous devons le reconnaître, est nouveau et pour nous, particulièrement au niveau de la CCAH, nous n'avons pas encore d'arbitres et de médiateurs réellement spécialisés, en dehors de Maître Joseph et peut-être Mme Delrazak un peu et deux ou trois autres. Donc, on va s'investir dans la formation puisque la propriété intellectuelle, par le caractère innovant
et des initiatives et constituent un moteur pour la croissance économique aussi. Donc, on doit faire œuvre qui vaille et encourager et je dirais le développement et de ce domaine et de ce mode de règlement et en Haïti pour éviter des frictions inutiles entre les créateurs d'œuvres de l'esprit. Donc, merci encore à toutes et à tous et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le président de la CCH était présent, non? Je n'ai pas vu. Anna. Merci. Il est là, mais il n'est pas sûr. Il est comme participant. Il a préféré rester discret. D'accord. Ok. Merci, merci. Merci, Je le merci à salue tous. quand même. Nous saluons Monsieur Scholl. Je le salue. D'accord. Et les présentations seront partagées. D'accord. Donc, merci encore à Mme Abdelrazak pour son implication dans la préparation de ce webinaire. Merci, M. Henry, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup aussi à Tana qui a été ton interface. Oui, tout à fait. Merci. Et qui fait, et c'est Madame, c'est Claudia? Claudia. Ok. Ça va? On peut partir? Oui, vous pouvez partir, oui. Merci. Ok. Pour l'enregistrement, n'oubliez pas mettre Abdelrazak. Oui, Ok. ce sera fait. Merci. Je suis censé partir, je vous entends. Je ne suis pas parti. Oui, vous pouvez. Au revoir, M. Henry. Au revoir. Je suis parti, je vous entends. Je suis parti, je suis censé partir. Ok.